La préhistoire telle qu'on se l'imagine. Les hommes chassent, les femmes font la cueillette. L'homme est le chasseur. C'est lui qui nourrit la famille. Il a donc sa place au sommet de la société. Voilà ce qu'on apprend aujourd'hui encore. Mais en réalité, c'est faux. Ces représentations semblent aujourd'hui battues en brèche par la recherche archéologique. La préhistoire n'est pas un long fleuve tranquille. Ossements et mobilier funéraire nous racontent une nouvelle histoire des hommes et des femmes du passé. On a négligé le rôle joué par les femmes dans l'histoire de l'humanité. Les femmes ont de tout temps assuré des tâches importantes comme les hommes. Pourtant, la réalité de leur rôle a souvent été minorée. Pourquoi ? La Suède au Xe siècle de notre ère. Sur l'île de Björkö, des Vikings rendent un dernier hommage à un défunt. Ils ont offert une sépulture prestigieuse à ce personnage, car à Birka, place marchande importante du monde viking, on le tenait en haute estime. Il était fortuné. C'était probablement un guerrier de haut rang, un chef de guerre. Tout était étonnant dans cette chambre funéraire. C'était vraiment la tombe emblématique des guerriers de l'élite viking. Le mobilier funéraire semblait sans ambiguïté. Armes, épées, pointes de flèches, pointes de lance, haches, poignards, tout ce qu'on peut imaginer. Des pièces de jeux de société et même 2 chevaux. C'était spectaculaire à tout point de vue. Au XIXe siècle, des archéologues ouvrent la tombe. Les objets qu'ils mettent au jour les amènent à une conclusion sans appel. Le personnage inhumé ici était un prince viking de haut rang. Pendant plus d'un siècle, personne ne va en douter. Mais en 2017, le doute surgit. Une équipe de chercheurs de l'université de Stockholm, dirigée par Maja Grzewinska et Jan Stora, remet en cause cette interprétation. Le squelette ne serait-il pas celui d'une femme ? Nous étions devant une contradiction. Le squelette avait l'air d'être celui d'une femme, et le mobilier funéraire semblait indiquer qu'il s'agissait d'un guerrier, d'un personnage masculin. Les techniques archéologiques ont évolué depuis le XIXe siècle. Désormais, en plus du mobilier funéraire et du contexte de la découverte, on dispose d'un outil puissant pour enrichir l'interprétation, l'analyse de l'ADN humain. Les échantillons osseux ont ainsi livré une kyrielle de données sur la personne enterrée dans la tombe numéro BJ 581. Nous avons analysé l'ADN des os de la tombe BJ 581 et il ne fait aucun doute que ce sont ceux d'une femme. Le prince viking est donc en réalité une femme. La nouvelle fait sensation. Quand on fait une recherche archéogénétique, il faut s'attendre à tout. Y compris à une déferlante de critiques. Ces résultats sont tout de suite remis en question par certains spécialistes. Les os auraient été intervertis avec d'autres restes humains, mais les chercheurs suédois écartent rapidement l'objection. Nous avons comparé les dessins originaux montrant le squelette en place dans la tombe avec le squelette que nous avions. Et nous avons pu vérifier qu'il s'agissait bien du même squelette. Il ne peut en aucun cas provenir d'une autre sépulture que Birka. C'est impossible. Une guerrière dans une société viking dominée par les hommes, voilà qui ouvre de nouvelles perspectives sur les sociétés disparues. Nous pouvons lui attribuer un rôle social qui lui correspondrait peut-être mieux. Selon des études récentes, les femmes exerçaient probablement des fonctions militaires.
Elles pouvaient mener des armées au combat et diriger un clan. Le riche mobilier funéraire de la tombe de Birka témoigne de l'estime dont jouissait la femme inhumée ici. Et ce n'est pas un cas isolé. En Norvège et au Danemark, on a mis au jour d'autres sépultures qui sont apparemment celles de guerrières. Cette femme de Birka n'est pas une exception. Les femmes vikings s'occupaient de la ferme pendant que leur mari était en expédition et elles devaient défendre le domaine familial. Mais il y avait aussi des femmes qui faisaient du commerce ou de l'artisanat dans ces villes vikings. Elles pouvaient exercer toute une variété d'activités. Alors pourquoi n'y aurait-il pas eu aussi, dans l'élite de la société, des femmes guerrières? Et la question ne se limite pas au monde viking. En 1953, à Vix en Bourgogne, René Geoffroy met au jour une tombe celte vieille de 2500 ans. Près du squelette, il trouve un gigantesque cratère en bronze, mais aussi des coupes, des fibules, des parures en or et les vestiges d'un char. Pour l'auteur de la découverte, il est clair que cette sépulture princière est celle d'une femme. Plus tard, d'autres archéologues, comme l'allemand Konrad Spindler, émettent une autre hypothèse. La dame de Vix serait un homme. Ces chercheurs n'arrivaient pas à concevoir qu'une femme puisse reposer sur un char à 4 roues. On a donc inventé une autre histoire. On a dit qu'il s'agissait d'un travesti qui remplissait des fonctions sacerdotales. Au moins comme ça, c'était un homme. À l'inverse, un squelette en apparence délaissé ou malmené est volontiers interprété comme étant celui d'une femme. Témoin la momie de Vindeby, retrouvée dans une tourbière en Allemagne. Le crâne rasé, les yeux bandés et le poing droit fermé étaient les signes manifestes de l'adultère. Ce cadavre vieux de 2000 ans devait bien être celui d'une femme. Il a été prouvé qu'on a modifié des éléments sur le corps de Vindeby. Par exemple, la position de la main, avec ce geste censé être symbolique, ou le bandeau sur les yeux. Et on l'a fait pour accréditer la thèse de la femme adultère. En 2006, une anthropologue canadienne a démontré qu'il s'agissait en réalité d'un jeune homme atteint d'une infection grave de la mâchoire. Aujourd'hui, de telles erreurs d'interprétation sont de plus en plus rares et le réexamen d'anciennes trouvailles promet des découvertes étonnantes. Des fouilles dans la province chinoise du Henan ont permis de battre en brèche un autre préjugé cher aux premiers préhistoriens. La répartition des rôles entre hommes et femmes existerait depuis l'aube des temps et serait donc naturelle. Près de Chinseng, les archéologues ont mis au jour il y a 20 ans un site exceptionnel. La zone a été occupée sans interruption pendant plusieurs milliers d'années et les couches d'habitat sont superposées. Ici, Kate Pechenkina peut étudier des restes humains vieux de 10 000 ans et comparer le matériel de différentes époques. Les vestiges les plus anciens sont ceux des premières communautés agricoles. Les hommes cultivent un peu, mais ils continuent à chasser et à pêcher. Puis l'agriculture s'intensifie et on trouve alors un habitat urbain avec des structures sociales complexes, des inégalités sociales et la guerre. Les tombes et les innombrables vestiges d'habitat sont autant de fenêtres ouvertes sur le passé. Ils permettent aux chercheurs de se faire une idée de la façon dont fonctionnaient les sociétés anciennes. On a des tombes néolithiques qui remontent à 9000 ou 10 000 ans. Ensuite, en avançant dans le temps, on trouve les sépultures de l'âge du bronze. Le site a été occupé en permanence. On traverse donc toute la séquence historique des dynasties de Chine et on va jusqu'à l'époque moderne.
Le mobilier funéraire fournit des informations importantes sur le mode de vie des civilisations anciennes. Mais les recherches de Kate Pechenkina se concentrent sur les restes humains eux-mêmes. Avec son équipe chinoise, l'anthropologue analyse les ossements à l'université de Shandong. Il révèle l'âge, le sexe, l'état de santé et même les habitudes alimentaires des individus. On peut évaluer la proportion des différents produits ingérés, mais en général, on se concentre sur deux isotopes, ceux du carbone et ceux de l'azote. Le carbone indique les plantes consommées, alors que l'azote révèle la consommation de viande et de poissons. Les analyses isotopiques permettent donc de savoir si les ressources étaient divisées à part égale entre les membres d'une communauté ou s'il existait des différences. L'alimentation variait-elle en fonction du sexe de la personne ? Chaque communauté néolithique est un peu unique et avait ses propres pratiques alimentaires. Mais les hommes, les femmes et les enfants mangeaient la même chose. Il semble donc qu'au début du néolithique en Chine, les hommes et les femmes aient été égaux. Qu'en était-il en Europe au sein des sociétés parvenues à un degré de développement équivalent? Au néolithique, l'archipel de Malte abritait une culture étonnante, la civilisation des temples. Elle a laissé les plus vieux édifices du monde. Ces constructions mégalithiques ont plus de 5000 ans. Elles sont plus anciennes que les pyramides d'Égypte et sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles associent des pièces circulaires autour d'un espace central également circulaire. Mais la forme de ces pièces n'est pas seulement esthétique. Elles forment une sorte d'arche horizontale. Ce qui est intéressant, ce sont les compétences mises en œuvre par les bâtisseurs et le développement de ces compétences qui les ont conduits à créer des structures de plus en plus complexes. Des couloirs et des espaces ont été aménagés dans le grès jusqu'à 10 mètres de profondeur. Cette véritable ville souterraine recèle encore de nombreux secrets. Les archéologues appellent cette structure un hypogée, autrement dit, ce qui repose sous la terre. C'est une entreprise considérable. Il a fallu consentir d'énormes efforts pour aménager cet endroit. On peut en conclure que cette communauté accordait une grande importance au traitement de ses défunts. L'hypogée est un cimetière. On y a retrouvé les restes de 7000 personnes. On a des hommes et des femmes enterrés au même endroit, de la même façon et traités de la même manière. Différents groupes d'âge sont représentés. Il ne semble pas qu'il y ait eu de différence, tout au moins en ce qui concerne la façon dont ils traitaient les hommes et les femmes. Comme en Chine, plusieurs sites archéologiques européens indiquent une égalité entre les hommes et les femmes. Le schéma de la famille qualifiée de patriarcale n'est apparu qu'au XIXe siècle. Même Charles Darwin, grand esprit pionnier s'il en est, affirmait alors que l'évolution corroborait la supériorité intellectuelle de l'homme. La science moderne s'est développée au XIXe siècle et elle a évolué dans ce cadre de pensée. Ce schéma, c'est également celui de la religion chrétienne,
et il n'a pas été remis en question. Les scientifiques voulaient montrer que le rôle naturel de la femme était de rester à la maison, à ses fourneaux, pour ne pas mettre leur propre position sociale en danger. Ce schéma de répartition des rôles reste largement répandu aujourd'hui. L'homme est le soutien de famille, la femme s'occupe du foyer et des enfants. Et si c'est vrai aujourd'hui, c'était forcément vrai hier. Un mode de raisonnement lourd de conséquences. C'est complètement absurde de se dire que rien n'a jamais changé et d'appliquer ce schéma d'un monde divisé en deux à nos ancêtres d'il y a 2,5 millions d'années. Bien sûr, il y a eu sûrement par le passé des cultures qui présentaient un schéma patriarcal où les choses étaient bien ainsi. Donc on ne peut pas dire que ce soit complètement faux, mais les découvertes le montrent de façon de plus en plus claire. Il est très probable que des sociétés très différentes aient coexisté. Certains ethnologues sont aussi tombés dans ce piège. Il existe encore des sociétés de chasseurs-cueilleurs comme les San qui vivent dans la savane de Namibie. Traditionnellement, ce sont les hommes qui chassent. On a donc naturellement considéré qu'ils nourrissaient leur famille et qu'ils en étaient les chefs. En réalité, la chasse n'a pas l'importance qu'on lui a longtemps attribuée. On peut l'expliquer de cette manière. Les femmes possèdent une grande connaissance des plantes et de leur usage. Et en réalité, ce sont elles qui procurent la majeure partie de la subsistance au groupe. C'est ce qui se passe en général chez les chasseurs-cueilleurs. Les femmes fournissent au clan la plupart des calories. Chez les San, ce sont les femmes qui assurent la plus grande part de la subsistance. Il est difficile de dire ce qui est le plus important entre la chasse et la cueillette. La survie du clan repose donc en grande partie sur les épaules des femmes. Et en même temps, les hommes apportent de précieuses protéines. On a besoin des deux. On ne peut pas vraiment dire ce qui est le plus important, mais de toute façon, cela ne crée pas de différence entre les sexes. Chez les San, les tâches sont bien réparties entre les sexes, mais elles ne déterminent pas leur statut social. Cette structure sociale s'applique-t-elle à toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont existé à travers le monde? Direction la France et le nord de l'Espagne. Ici, la science a fait de l'homme non seulement le pourvoyeur attitré du groupe, mais aussi le premier artiste. Pourquoi cette thèse? La plupart des représentations paléolithiques retrouvées dans les grottes ont été interprétées comme des scènes de chasse. Les peintures les plus anciennes ont environ 35 000 ans. Les artistes ont aussi laissé dans les grottes l'empreinte de leurs mains, une sorte de signature. Les peintures rupestres sont une découverte de premier plan. Elles sont également très belles. Et comme toujours, tout ce qui est beau et important a été attribué aux hommes. Les premiers préhistoriens étaient persuadés que ces peintures étaient l'œuvre d'artistes masculins. Cette conclusion découlait de la répartition des rôles. Seuls les hommes allaient chasser, ils étaient donc seuls capables de reproduire cette activité. La chasse étant l'affaire exclusive des hommes, il en est de même pour l'art. Selon cette logique, l'homme s'est vu attribuer une position dominante dans la société. La hiérarchie moderne entre les sexes a été plaquée sur les cultures de l'âge de pierre. Les premiers préhistoriens ne pouvaient pas imaginer que l'art soit le fait de femmes. À Liverpool, des chercheurs tâchent de déterminer le sexe de ces artistes de la préhistoire.
à l'université, on a reconstitué le mur d'une grotte ornée. Il permet de reproduire les techniques picturales du Paléolithique. Les chercheurs travaillent notamment sur les empreintes négatives des mains. On peut déterminer le sexe grâce à la forme et à la taille de l'empreinte. À partir de là, on examine les différences de taille pour un sexe donné et ça nous permet d'estimer l'âge d'une personne. Grâce à cette technique, on peut donc déterminer le sexe et l'âge. Sur ce projet, Anthony Sinclair collabore avec un spécialiste de l'anthropologie médico-légale, Patrick Randolph Quinney. Ensemble, ils compilent une base de données regroupant les caractéristiques des mains d'hommes et de femmes de notre époque. Mais avons-nous les mêmes mains que nos ancêtres du Paléolithique ? C'est un problème. Nous savons que certaines parties du corps humain ont évolué au cours du temps. Nous n'avons plus les mêmes proportions que nos ancêtres. Notre alimentation et notre mode de vie sont différents. Et nos habitudes affectent la forme de notre squelette. La morphométrie géométrique permet de mesurer avec précision les empreintes de mains préhistoriques pour les comparer ensuite à celles de notre époque. Le but est d'obtenir un cadre commun pour faire une étude comparative des statistiques. La morphométrie prend des formes et des structures complexes et les convertit en une simple série de nombres. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Cette chose complexe qu'est la main humaine peut être ramenée à 19 points de repère. Ces points permettent de décrire les différences entre vous et moi, entre les hommes et les femmes. Les chercheurs ont étudié plus de 200 empreintes de mains et mis en évidence des caractéristiques correspondant à chaque sexe. L'élément décisif, ce n'est pas la taille de la main, mais la forme de la paume. Chez l'homme, elle est de largeur régulière, voire elle s'élargit. Chez la femme, la paume tend à se rétrécir vers le poignet. Or, cette caractéristique apparaît justement sur de nombreuses empreintes d'artistes du Paléolithique. Les découvreurs des peintures rupestres se sont donc trompés. Parmi les artistes, il y avait manifestement des femmes. Si on a attribué ces œuvres à des hommes, c'est pour deux raisons très simples. Tout d'abord, ils étaient eux-mêmes des hommes. Le profil habituel de ces découvreurs, c'était les propriétaires des terrains, des prêtres et ainsi de suite. Ils s'identifiaient à ces artistes. La deuxième raison pour laquelle ils ont imaginé des artistes masculins, c'est qu'il s'agissait d'art et que l'art était à l'époque une activité masculine. On a donc tout simplement projeté nos propres idées sur les images et on en a tiré une interprétation biaisée. En réalité, comme le démontrent les chercheurs de Liverpool, il n'existait pas de hiérarchie des sexes au premier temps de l'art. L'art a été un domaine réservé aux hommes pendant quelques siècles. Mais ce n'était pas le cas avant et après cette période. La mise à l'écart des femmes est un produit de la Renaissance. Il était interdit aux femmes d'entrer dans les académies d'art qui venaient d'être créées. Elles étaient cantonnées au rôle de modèle. Les artistes, les créateurs étaient des hommes. Et ce stéréotype s'est perpétué jusqu'à nos jours. Il existe un autre cliché qui a la vie dure. Dans les cultures anciennes, la chasse aurait été le domaine réservé de l'homme. Or, la taille du groupe obligeait certainement les femmes à prendre part à la chasse. Les chasseurs-cueilleurs vivaient en petits groupes de 20 à 30 personnes. Pour abattre des animaux sauvages de grande taille, on avait besoin de tous les bras disponibles. Il y avait les rabatteurs et il y avait les poursuivants qui couvraient un très vaste périmètre. Ce sont eux qui abattaient l'animal. Et s'ils rataient leur coup, c'était terrible, parce que l'hiver arrivait et il n'y avait plus rien à manger. Ils formaient donc de grands groupes et tout le monde participait à la chasse.
Même l'argument selon lequel les femmes n'étaient pas taillées pour la chasse ne tient plus. L'argument de la faiblesse physique des femmes a été largement réfuté. Des études montrent que les femmes de la préhistoire avaient davantage de force que les sportives de haut niveau actuels. On peut donc très bien imaginer qu'elles allaient à la chasse. Dans l'Europe de l'ère glaciaire, la stratégie de survie des chasseurs-cueilleurs ne reposait pas sur une hiérarchie des sexes. Il est bien plus probable qu'ils avaient des rapports d'égaux à égaux. Une série de figurines pourrait même indiquer qu'au Paléolithique, la femme était un objet de vénération. La Vénus de Hohlefels a été découverte dans une grotte du Jura-Souabe en Allemagne. En 1925, à Donji-Vestonice en Tchéquie, des archéologues ont trouvé cette statuette en céramique. Et voici la plus célèbre de toutes, la Vénus de Willendorf. Elle a été mise au jour en Autriche en 1908. À l'origine, elle était peinte à l'ocre rouge. Ce ne sont là que 3 exemples parmi des dizaines de milliers de figurines féminines retrouvées dans le monde. Leur signification reste mystérieuse. Il s'agissait peut-être de représentations primitives de la déesse mère ou d'amulettes associées à un culte de la fécondité. Les sites mégalithiques de Malte auraient ainsi été dédiés à la déesse de la fécondité. 12 figurines féminines sont exposées au Musée national de La Valette. Ces statuettes sculptées dans du calcaire mesurent jusqu'à 50 cm de haut et ont environ 5000 ans. Elles arborent toutes des formes plantureuses. La plus caractéristique en est la Vénus de Malte. Elle est façonnée dans un style très réaliste. Les muscles de son dos, par exemple, sont rendus de façon très vivante, très naturaliste. Ça lui donne une allure un peu différente des autres statuettes. Comme chez les Vénus paléolithiques, les seins, les hanches et le pubis sont bien marqués. On a conclu de l'hypertrophie des attributs féminins qu'il s'agissait de petites déesses. Leur silhouette donnait à voir la fécondité de la femme, la mère qui donne la vie. Pour certains, l'une des statuettes aurait été une prêtresse. La dame endormie aurait été un membre haut placé du clergé, doté de pouvoirs de guérison. Pendant longtemps, elle a été associée à la mort et au passage de cette vie à une autre. On a vu dans son visage celui d'un être dont la vie a quitté le corps. Donc il s'agissait peut-être d'une représentation de la mort et du sommeil éternel. Mais on ne saura jamais exactement ce qu'il en est. La symbolique des autres figurines reste une énigme pour les spécialistes, surtout quand les contextes de trouvailles exacts n'ont pas été enregistrés par les fouilleurs. La seule chose dont on soit sûr, c'est que les figurines proviennent des 20 édifices mégalithiques disséminés sur l'île. L'une de ces Vénus est restée dans les ruines du temple de Tarchienne. Elle éclipse toutes les autres par sa taille, et pourtant, il n'en subsiste que la moitié. C'est la plus grande de toutes. À l'origine, elle devait faire environ 3 mètres, ce qui est immense pour une statue, même selon nos standards modernes. Une divinité qui domine le visiteur de sa haute stature, une déesse mère. On a pu dire qu'elle représentait un grand ancêtre féminin, mais le contexte de la découverte n'est pas très clair. Et pour certains chercheurs, la jupe ne suffit pas à en faire une figure féminine.
Les hommes ont porté des jupes dans de nombreuses cultures. Ils en portent même encore aujourd'hui en Écosse pour les grandes occasions. C'était aussi un vêtement répandu à l'époque romaine. L'association de la jupe et de la femme est une idée relativement moderne. Cette statue, la plus ancienne sculpture de grande taille connue, a été trouvée avec des figurines clairement féminines. Mais les chercheurs doutent de plus en plus qu'il s'agisse d'une femme. On ne pouvait pas la manquer. Donc elle jouait certainement un rôle important pour les gens qui fréquentaient ces lieux. Quelle était la fonction des magnifiques temples de l'archipel maltais? Étaient-ils dédiés à une déesse mère toute puissante ou à un tout autre culte? On pourrait les associer par exemple au cycle de la vie, aux changements qui se produisent de la naissance à la mort, mais aussi au cycle des saisons, qui avait un rôle important pour ces communautés d'agriculteurs. Ils dépendaient de la terre qu'ils labouraient et des animaux qu'ils élevaient. Dans les années 1960, une historienne de l'art a noté un fait étonnant. Pour le voir, il fallait regarder l'un des sites depuis le ciel. Jusqu'alors, on comparait le plan du temple à un trèfle. Mais Gertrude Lévy y a vu les contours d'une femme. Une tête, des seins et des hanches volumineuses, comme on peut les voir sur les figurines mises au jour. Cette interprétation est probablement liée à une époque particulière et à de nouvelles façons de voir les choses. À ce moment-là, le féminisme était en plein essor. Ce type d'interprétation visait à donner plus de place aux femmes. Mais on ne peut pas affirmer que la forme de ces structures représente celle d'une femme. Cette fois, l'interprétation serait biaisée en faveur des femmes. Les scientifiques de sexe féminin auraient-elles les mêmes travers que leurs homologues masculins? On ne connaîtra jamais précisément les croyances des chasseurs du Paléolithique ou des premières communautés d'agriculteurs. Mais le fait qu'il n'existait pas à ces époques de hiérarchie entre hommes et femmes semble assuré. Les preuves les plus récentes à ce sujet proviennent de Chine. Kate Pechenkina a pu dater avec précision le passage d'une société égalitaire à une société hiérarchisée. Il y a environ 4000 ans, à l'âge du bronze, la société chinoise a connu un tournant spectaculaire. En laboratoire, l'équipe scientifique compare du matériel osseux provenant d'hommes et de femmes du néolithique et de l'âge du bronze. La composition des os masculins montre que les hommes ont bénéficié d'une alimentation équilibrée tout au long de la période. En revanche, les femmes présentent des signes de carence à partir de l'âge du bronze. À partir de ce moment-là, ils n'ont probablement plus le même régime alimentaire. On en a conclu que les maisonnés étaient divisés. Les hommes mangeaient certaines choses de leur côté, selon leurs préférences, et les femmes se contentaient des restes ou des morceaux moins recherchés. Et il est clair aussi qu'elles mangeaient moins de viande. Donc on commence à avoir un traitement différencié et inégal entre les hommes et les femmes. Les os montrent que ces carences ont des conséquences sur le corps des femmes de l'âge du bronze. Les hommes sont toujours un peu plus grands que les femmes dans toutes les sociétés humaines. Mais à l'âge du bronze, on a un dimorphisme sexuel de plus en plus important. Autrement dit, les hommes deviennent un peu plus grands, tandis que la stature des femmes décroît nettement. Kate Pechenkina constate des différences comparables dans les périodes suivantes. En Chine, ce phénomène a manifestement débuté à l'âge du bronze. Cette évolution ne se reflète pas seulement dans les os. Les sépultures commencent également à se différencier.
Au néolithique, hommes et femmes étaient inhumés de la même façon. Les tombes étaient simples, avec peu d'objets. À l'âge du bronze, les pratiques funéraires changent. Pendant l'âge du bronze, on commence à avoir des tombes vraiment ostentatoires. On y trouve du métal, des récipients raffinés, des vases, du jade, de tout. La structure de la sépulture devient aussi plus élaborée. On peut trouver plusieurs cercueils, voire plusieurs chambres, et aussi parfois une dalle funéraire. Si la richesse des sépultures masculines dépend du statut social du défunt, les tombes féminines sont pratiquement toujours dépourvues d'objets funéraires. La différence de traitement entre les sexes est particulièrement frappante dans les tombes familiales. Les hommes, personnages centraux de la famille, occupent le cœur de l'espace. Au cours de l'âge du bronze, on voit que de façon systématique, les tombes de femmes faisaient l'objet de moins d'attention. Il y avait une grande inégalité dans la mort. À partir de là, il est à peu près certain que cette inégalité existait aussi dans la vie. Les femmes n'étaient pas traitées à l'égal des hommes. 5000 ans plus tôt, le site abritait des communautés égalitaires de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs. L'âge du bronze correspond à l'avènement d'une société qui semble avoir considéré la femme comme inférieure. Cette tendance se manifeste 2000 ans avant notre ère, et pas seulement en Chine. Le statut social de la femme change aussi dans les cultures européennes. En Allemagne, 3 sites funéraires ont livré des indices de cette évolution. Les hommes avaient une alimentation équilibrée. Ils mangeaient de la viande, dont les protéines contribuent au développement de la force musculaire. On a montré que les femmes et les filles mangeaient peu de viande. Elles se nourrissaient surtout de légumes et de céréales. Conséquence, comme en Chine, elles deviennent clairement plus petites que les hommes. Ce changement radical et rapide intéresse les chercheurs d'Oxford. Ils pensent qu'un événement d'ampleur planétaire a pu porter préjudice aux femmes. Selon Thomas David Barrett, le climat joue un rôle déterminant dans la révolution qui s'opère. Si on considère la température globale, et plus précisément la variation du climat jusqu'à il y a 12 000 ans, pendant tout le développement de l'espèce humaine jusqu'à cette époque, on voit qu'il faisait bien plus froid. Mais surtout, et c'est le plus important pour le sujet qui nous occupe, le climat était extrêmement instable. Et quand le climat est instable, on ne peut pas prévoir la récolte de l'année suivante. Une météo capricieuse et violente est peu propice à l'agriculture. Dans ces conditions, seuls des chasseurs-cueilleurs nomades peuvent trouver de quoi subsister. Et tout d'un coup, il y a 12 000 ans, il se passe quelque chose d'étrange. Pour le comprendre, il faudrait partir dans une explication très complexe sur le climat. Le fait est qu'on ne sait pas pourquoi, mais soudain, ces variations extrêmes se sont stabilisées. C'est complètement fou. L'ère glaciaire, responsable du chaos climatique, prend fin. Elle est suivie d'une phase plus chaude, avec des saisons plus régulières. Les hommes peuvent ainsi se sédentariser. Cette période fertile et bien réglée s'appelle l'Holocène. Elle a commencé il y a 12 000 ans et elle se poursuit encore de nos jours. Cette stabilité a transformé l'approche de la technologie. Soudain, on a pu se dire, bon,
Le climat est stable. Donc, tout ce qui pousse cette année poussera aussi l'année prochaine. On peut investir du temps et de l'énergie dans la culture des plantes. De nouvelles techniques de stockage et de conservation des produits alimentaires permettent de rester toute l'année au même endroit. L'idée de propriété fait son apparition. Les animaux en font partie. On les protège et on les élève pour leur viande, leur lait et leurs œufs. En outre, ils produisent des matières premières comme la peau qu'on va transformer en cuir. Peu à peu, on s'attache à la terre qu'on met tant de soin à cultiver. Mais ce nouveau mode de vie modifie aussi les relations entre les sexes. On possède quelque chose, et à partir du moment où ça vaut la peine de se battre pour un territoire, ça signifie qu'il a de la valeur, donc qu'on peut vous l'arracher. La propriété conduit à la convoitise et par voie de conséquence au conflit. Et donc, la puissance et la force physique prennent de l'importance. Parce qu'il faut défendre le fruit de tous ces efforts. La survie de votre famille en dépend. Et il est absolument hors de question de le perdre. C'est trop important. Avec l'agriculture et l'élevage, c'est aussi la guerre qui fait son apparition. Et là, les hommes ont l'avantage d'être plus grands, plus forts, plus rapides. Ils vont donc acquérir un statut plus élevé. Ce sont eux qui peuvent se battre pour défendre les biens. Et c'est ainsi que naît une différence entre les sexes. L'importance prise par la force physique de l'homme n'est qu'un des aspects du changement. Le fait de disposer de nourriture sans avoir à se déplacer constamment a d'autres effets sur les femmes. Pour en savoir davantage, direction le Muséum d'histoire naturelle de Vienne, en Autriche. Katharina Rebaey-Salisbury étudie le rôle de la femme en tant que mère. Avec la néolithisation, les femmes pouvaient avoir davantage d'enfants. Les grossesses étaient plus rapprochées. On assiste donc à un accroissement de la population, mais aussi des charges qui pèsent sur les épaules des femmes, du fait de la multiplication des grossesses. Pour arriver à ces conclusions, l'archéologue et sa collègue Doris Panicouchera ont exploité des trouvailles anciennes. Des os de bassins de femmes datés de 3000 ans. Après plusieurs grossesses et plusieurs accouchements, les ligaments s'étirent et on peut en observer les effets sur les os. On voit par exemple une gouttière sous la surface articulaire du sacrum ou encore des fissures au niveau du pubis. Plus une femme a eu de grossesse, plus ces altérations sont marquées. Les substituts alimentaires pour les jeunes enfants permettent également de multiplier les naissances. Katharina Rebaey-Salisbury a retrouvé des restes de bouillie de céréales. On n'était plus obligé d'allaiter les bébés jusqu'à 3 ou 4 ans, comme c'était le cas chez les chasseurs-cueilleurs. On pouvait donner du lait animal ou des céréales relativement tôt aux petits-enfants. Comme la période d'allaitement était moins longue, les femmes redevenaient plus rapidement fécondes et l'intervalle entre les grossesses pouvait diminuer. On estime qu'au néolithique, environ 15% des femmes mouraient en couche. Ce taux de mortalité très élevé a également pu contribuer à la dévalorisation du sexe féminin.
La notion de patrimoine se développe. Les hommes veulent s'assurer que leurs possessions survivront à leur mort. Pour cela, il leur faut des héritiers qui partagent leurs gènes. On assiste alors en différents points du globe à l'avènement d'un modèle matrimonial. On a trouvé la trace de ce système matrimonial en Bavière, dans la vallée du Lech. Les archéologues ont mis au jour plus de 80 squelettes appartenant à une communauté d'agriculteurs de l'âge du bronze. Au centre archéométrique Kurtengelheim de Mannheim, Corinna Knipper procède à l'analyse isotopique des restes humains. Cette technique permet de déterminer l'alimentation, mais aussi l'origine d'un être humain. Si la composition isotopique est différente des valeurs caractéristiques de la région, c'est que l'individu a quitté son lieu de naissance. Les 84 squelettes mis au jour dans la vallée du Lech ont livré des informations étonnantes. Les résultats étaient très surprenants. Les femmes étaient beaucoup plus mobiles que les hommes. Jusqu'alors, on pensait que la femme restait à la maison et que l'homme parcourait le vaste monde. Or, en réalité, c'est exactement le contraire. Les hommes restaient sur place et les femmes parcouraient le vaste monde. On a pu établir que dans la vallée du Lech, 60% des femmes avaient quitté leur lieu de naissance au cours de leur vie. Elles s'étaient ensuite sédentarisées dans le sud de l'Allemagne et y avaient fondé une famille. La femme quitte le territoire de son groupe pour se marier et vivre là où réside la famille de son mari. C'est le principe de la patrilocalité mis en évidence dans de nombreuses sociétés de l'âge du bronze à travers le monde. L'avantage de la patrilocalité, c'est bien sûr qu'elle limite le phénomène de consanguinité. Elle permet des apports génétiques nouveaux au sein d'une communauté et réduit l'apparition de maladies héréditaires. Mais au-delà de cet aspect biologique, le fait d'épouser une femme venue d'ailleurs ou de marier sa fille dans une contrée éloignée crée aussi des liens durables entre deux familles d'agriculteurs ou entre deux régions qui peuvent alors échanger des savoirs. Dans la vallée du Lech, les nouvelles venues bénéficiaient d'un statut plus élevé que les autres femmes. Elles étaient inhumées comme les hommes. Mais ce modèle matrimonial peut aussi être préjudiciable aux femmes. Le schéma patrilocal a des conséquences pour les jeunes filles qui arrivent dans d'autres groupes familiaux. Il est clair que c'est une manière de fragiliser les femmes. Quand on est déraciné, quand on est extrait de son clan d'origine et transplanté dans un autre groupe, on se sent d'abord étranger. La jeune femme n'a pas d'allié, elle n'a personne à qui parler et elle doit se faire une place. La mobilité des femmes annonce une nouvelle époque, un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Au cours de leur migration, elles diffusent par exemple les techniques de la métallurgie. La part des femmes dans les contacts culturels, dans les transferts de technologies, dans le transfert des innovations culturelles est toujours sous-évaluée. On peut même ne pas la voir quand on se limite à un point de vue masculin. Ce modèle matrimonial se perpétue depuis des millénaires. À l'époque moderne, de nombreux États ont même inscrit cette règle de résidence dans la loi. Aujourd'hui encore, en Inde, le lieu de résidence est généralement déterminé par les hommes. Mais il a toujours existé d'autres modèles. Il ne faut pas avoir une conception linéaire de l'histoire de l'humanité. C'est une évolution en dents de scie. Et chaque changement ouvre la porte à de nouveaux types de relations entre les hommes et les femmes.
À partir de l'âge du bronze, les femmes ont été clairement dévalorisées. L'inégalité sociale entre les sexes est une conséquence de ce qu'on a appelé la révolution néolithique. On peut qualifier la révolution néolithique d'accident. La sédentarisation aurait en quelque sorte rendu la femme prisonnière de la maison et de la ferme. La révolution néolithique a eu des avantages et des inconvénients. D'un côté, elle a permis le développement d'une technologie et d'une culture complexes, et de l'autre, elle a entraîné la dégradation de l'alimentation, une société hiérarchisée, la guerre et la domination masculine. La révolution néolithique a changé durablement la société jusqu'à nos jours. Au XIXe siècle, on l'a considérée comme un fait positif, parce qu'elle avait conduit à la civilisation occidentale. On a ainsi négligé d'autres modèles de société moins dominés par les hommes. Aujourd'hui, on voit les choses autrement, parce qu'on est un cran plus loin dans l'histoire de l'humanité. Les chercheurs ont une approche plus nuancée des vestiges du passé. Leurs interprétations se fondent sur un faisceau de données bien plus large. Cette approche binaire, qui était l'héritage de cette sorte d'ère patriarcale de l'anthropologie, a été évacuée. Elle est complètement dépassée. Il est très probable que les chercheurs découvriront encore de nombreuses figures féminines remarquables. Des femmes qui se sont affirmées dans un monde masculin et qui ont fait l'histoire.